Bonsoir tout le monde et bienvenue pour l'épisode 8 des workshops DeFi avec Chantal et Dimitri. Déjà 7 épisodes de réalisés. Et Waouh. on va donc faire le huitième aujourd'hui sur un sujet pour lequel, a priori, on va pas manquer de matière, puisqu'on va parler des données on-chain intéressantes à suivre et des outils à utiliser. Et quoi de mieux, Chantal et Dimitri, pour introduire le sujet que de vous parler de Bubble Maps et des analyses qu'ils ont fait dernièrement sur les tokens, sur les mêmes coins plutôt, Trump, Melania et sur le plus récent Libra, qui a donc un lien, a priori, avec le président argentin Javier Milei. Et pas mal de choses qui ont été démontrées justement grâce à ces fameuses données on-chain et grâce à des outils comme Bubble Maps. Voilà, on va le voir certainement avec vous. Mais donc, notamment, il y a notamment des liens qui ont été effectués entre les personnes à l'origine de la création du meme coin Melania, qui serait également à l'origine de la création du meme coin Libra. Et avec des mécanismes et des stratégies communes dans les deux cas, hein. Notamment le fait de snipper, hein, ce qu'on appelle snipper, donc récupérer une partie non négligeable de la supply dès le départ, et puis après faire du pump and dump, hein, se faire énormément d'argent grâce à ça. Donc voilà, donc ces mécanismes-là ont été démontrés dans les deux cas avec a priori des personnes identiques à l'origine des deux projets, hein, puisque les liens ont été notamment faits grâce à une adresse publique en particulier. Donc voilà, donc là on est en plein dans de l'actualité brûlante autour de ces mêmes coins, et ça va être un parfait exemple pour aborder ces données on-chain et tout ce qu'elles peuvent nous apprendre, notamment grâce à des outils comme Bubble Maps dont on va parler, puisque voilà, ces outils-là rendent hyper accessibles et hyper lisibles ces données on-chain qui, quand on y a accès d'une façon facilitée grâce à ces outils et qu'on sait les lire, peuvent nous apprendre beaucoup sur des projets et permettre de repérer des choses à l'avance ou de décortiquer des choses après coup. Voilà, Chantal, Dimitri, je vous laisse la main. Merci. Yes, merci pour cette super introduction. Est-ce que l'un de vous deux voudrait montrer des images de Bubble Maps pour étoffer ce que tu viens de dire? Et aussi, peut-être, moi, je suggère que Dimitri explique à notre audience en quoi c'est un problème que ces gens-là, ils snipent au début du token. Oui, merci Chantal pour cette introduction. Effectivement, il faut savoir que lorsque on a vu l'arrivée du token Trump et sa quantité maximum dont le nouveau président détient environ, je crois, l'équipe détient 80% de la supply, ça pose un très gros souci de centralisation du token, parce qu'à tout moment, si Donald Trump ou son équipe décide de vendre ces tokens, son jeton n'a plus du tout la même valeur qu'il a actuellement. Et c'est ce qui s'est passé littéralement avec le Libra. La team a décidé de vendre euh, une bonne partie, j'ai pas regardé les statistiques, mais une bonne partie en tout cas de leur token quelques heures après le lancement. Et c'est aussi pourquoi, du coup, le président argentin s'est vite retiré au final de cette affaire. Et sauf qu'il était déjà trop tard. Et, euh, et donc, je crois que maintenant c'est parti en justice, il me semble. Oui. Et il y a, et je crois même, alors. Pour le coup, je j'ai pas suivi l'affaire, mais il me semble que le président a mis en place, je crois, le Sénat argentin. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc, Oui, effectivement, effectivement, il va y avoir des suites, il va y avoir des suites judiciaires puisqu'il y a il y a un cabinet d'avocats américain
qui est déjà aux affaires pour une plainte collective. Et figurez-vous que c'est le même cabinet d'avocats qui est actuellement sur un dossier pareil collectif avec énormément de plaignants contre la plateforme PumpFun aux États-Unis. Ah, ok. Euh, voilà, donc PumpFun qui est une plateforme basée sur Solana et qui permet de créer justement des tokens extrêmement facilement et qui est devenu très très populaire justement pour les fameux meme coins. Et donc pour le cas de Javier Milei, il a effectivement saisi le bureau anticorruption pour vérifier si quelqu'un dans son gouvernement a eu un comportement inapproprié. Il a demandé l'ouverture d'une enquête sur le projet Libra. Et donc, il se dit que l'opposition pourrait déclencher une procédure de destitution contre lui. Il faut également savoir que le principal indice boursier en Argentine a chuté de près de 6% hein, Oui, suite à cette histoire. Yes. on l'a vu ce matin. Et donc, c'est pourquoi, en fait, avant d'investir sur n'importe quelle crypto, beaucoup sur les altcoins et les meme coins, bien se renseigner sur la répartition des tokens. N'investissez pas quand il y a une personne qui vous dit OK, go, on vient de sortir notre token, etc. Non. Lorsque Trump il est arrivé, c'est vrai que ça a fait un énorme carton. On peut se poser la question sur la légitimité du token, mais même si ça reste qu'un meme coin, on voit bien que le token n'a aucune utilité intrinsèque dans quelconque écosystème. Il est juste relié à l'image d'une personnalité. Et quand c'est relié à l'image d'une personnalité, il y a beaucoup de centralisation, il y a beaucoup de manipulation. Et donc, il ne faut pas investir tout son argent dans ce type de crypto. C'est très, 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 très dangereux. C'est pour ça que on a des outils tels que Bubble Map qui nous permet de visualiser en fait ce qu'on ne voit pas sur les sites comme CoinMarketCap, CoinGecko, sur la répartition de ces actifs et sur la décentralisation sur la décentralisation des D'ailleurs, détenteurs. d'ailleurs, bah là, puisqu'on est sur le token Melania, c'était intéressant, hein, les enquêtes de Bubble Maps sur X. Ils avaient montré assez rapidement en fait des incohérences dans la répartition de la supply du token entre ce que eux voyaient via l'outil Bubble Maps et ce qui était affiché sur le site officiel. Hmm. Excellent. Oui, donc il y a une manipulation au final intrinsèque par l'équipe ou cacher quelque chose, cacher des informations, ce qui nous permet de le voir en fait, on permet directement de le détecter via la blockchain et via des outils comme Bubble Map. Donc c'est ultra important d'utiliser les bons outils et de s'informer avant de poser avant de poser le moindre centime sur un token. Exactement. Vous avez bien raison. Alors là, ça, c'est au lancement. Ça, c'est au lancement. C'était très centralisé. Et là, il y a des gens qui ont commencé à en acheter. Et on peut voir l'évolution dans le temps. C'est assez fascinant, hein. Ouais. Il y a 8 jours et il y a 41 heures. Ouais, il commence à vendre au final. Enfin, il y a des tokens. Alors, soit il y a des nouveaux tokens qui sont créés, soit il y a quelques portefeuilles qui vendent leurs tokens. On peut voir le Mélanien qui s'est cassé la figure avec le Trump. Et c'est aussi pour ça, voilà. C'est aussi pour ça, au final, qu'il ne faut pas investir sur ce type de crypto. Donc, faites attention. Ouais, tout à fait. Après, donc, comment voir les données on-chain, hein, puisque c'est la thématique. Lorsqu'on est dans l'écosystème Ethereum et plusieurs écosystèmes, je regarde sur des.fi/scanner, mais dans le cadre de Melania, eh bien, je regarde sur solsniffer.com avec 2 F. Et donc là, si on fait Melania même,
Je prends évidemment dans la colonne token dès que ça va apparaître. Bah, dis donc, il n'est pas rapide. Mais, bah, pendant ce temps, je vais tirer mon PDF, mais la mienne même. Et puis après, on va parler d'IFI. Ah, il a du mal à se mettre à jour. Mais c'est pas grave, j'ai un lien direct normalement là-dedans. Ouais, alors j'ai le lien direct. Qu'est-ce qu'il me dit là? Attention, une libération de token est prévue le 20 février pour 47% du market cap actuel. Wow! Ah bah dis donc, il fait pas bon en avoir, hein. Ça va faire une pression à la vente, hein, je précise pour les nouveaux venus. Effectivement, ils en distribuent beaucoup. C'est bizarre parce que souvent, ils libèrent 100% des tokens à... Ah oui, c'est pour la team. Ok, très intéressant. Et donc, je disais, si on veut voir la répartition, ce dont Dimitri parlait à l'instant, eh bien, je vais sur Sol Sniffer ici. Attends, je vais passer un peu en jaune, sinon on ne voit pas bien. Ok, Sol Sniffer, clic. Je rappelle que mon outil, là, les apprenants de la Blockchain Business School, je leur offre 3 mois illimités à cet outil, hein, pour tous ceux qui prennent une formation de la Blockchain Business School. J'adore collaborer avec la Blockchain Business School, c'est mon école préférée. Et donc, je disais, Soul Sniffer, voilà, il est là. Ça, c'est celui de Mélania. Hein, c'est celui qui essayait de s'ouvrir tout à l'heure, là. Il tourne toujours. Ah non, quand même, il a réussi. Voilà. Et on voit pourquoi il est rouge, pourquoi il a seulement 45%, ce qui est considéré comme haut risque. Hein. Eh bien, c'est justement un problème de centralisation, comme Dimitri le décrivait tout à l'heure. Hein, ça, c'est tous des problèmes de centralisation. Il n'y a que celui-là qui n'est pas un problème de centralisation, mais c'est marqué risque modéré. OK, donc les 1, 2, 3, 4 principaux problèmes, ceux qui sont au risque, c'est des problèmes de centralisation. Donc, c'est comme ça qu'on regarde on-chain. Et c'est gratuit, hein, tout le monde peut y aller. Solsniffer.com avec 2 F. Et je vous recommande pour tout ce qui vient de Solana, comme son nom l'indique, Solsniffer. Voilà. Ok, j'arrête le partage. Peut-être on devrait parler un peu de DeFi, hein. C'est quand même la thématique de notre conférence de ce soir. Et donc, évidemment, en finance décentralisée, les données on-chain, on les voit d'abord sur DeFi Lama. Mais bon, on n'arrête pas de montrer DeFi Lama, on devrait peut-être montrer autre chose. C'est Alors vrai moi, que c'est la pépite à regarder. ouais. Peut-être tu nous montres DeFi Lama 5 minutes, puis après j'embraye un peu sur Glassnode et Into the Block et tout ça. Il y a pas de souci. Alors, je Merci. vais la main. Hop, je vous partage mon écran. Tac, 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 tac. Est-ce que vous Ouais, voyez? c'est bon, on voit ton écran là. Parfait. Alors, sur les données on-chain de la finance décentralisée, effectivement, ça se passe principalement sur DeFi Lama. Pourquoi DeFi Lama? Parce que DeFi Lama, en fait, est assez intéressant parce qu'il va venir regrouper les informations limites dans les moindres détails de la DeFi. Donc, par exemple, quel réseau est en vogue en ce moment? Euh, quel réseau attire le plus les investisseurs? Quel réseau les utilisateurs vont venir utiliser pour déposer de l'argent? Euh, Quelles sont les applications aussi sur ces différents réseaux qui vont venir générer du revenu et auquel cas, eh bien, venir attirer de plus en plus d'utilisateurs. Eh bien, c'est toutes ces données, toute cette data qu'on va venir récupérer sur DeFi Lama. Et c'est gratuit, il n'y a même pas besoin de se créer un compte. Donc,
On se rend sur DeFi Lama. Alors, pour certains d'entre vous, on a déjà passé en revue ce site, donc je rentrerai pas forcément dans les détails. Mais voilà, on arrive sur DeFi Lama, on voit déjà les plus grosses plateformes de la finance décentralisée classifiées en fonction de leur TVL. La TVL, c'est la donnée qu'on va retrouver sur DeFi Lama, c'est la Total Value Locked. C'est la valeur totale déposée sur ce protocole, sur cette plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir au final quelles sont les plateformes pas les plus utilisées, quelles sont les plateformes qui attirent les utilisateurs et donc intrinsèquement qui ont le plus de sécurité parce que les gens vont aller chercher de la sécurité, ils vont aller chercher des plateformes où l'équipe est réputée, où l'équipe va venir construire un projet, une application sur du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère. Donc, on peut voir que là, c'est classifié en fonction de la TVL, puis on a plein d'autres data. On a aussi la catégorisation des applications. Euh, à quoi elle sert concrètement cette application? Donc, Lido, liquid staking, on a du lending, on a du restacking, etc. Puis ensuite, on a aussi l'évolution de la TVL sur une journée, sur une semaine et sur un mois. Donc voilà, donc ça c'est de la data qui est assez important où on va venir, on va venir un petit peu chaque semaine regarder si vous vous posez une question sur une plateforme, bah je connais pas cette plateforme, je vais jeter un œil sur DeFi Lama. Ça fait partie des outils pour analyser un projet avant de déposer vos fonds dessus. Voilà. Après, je ne vais pas tout présenter en détail DeFi Lama parce qu'on passerait, je pense, des heures, hein, Chantal, à présenter DeFi Lama. C'est quelque chose d'assez complet. Euh, mais, euh, mais voilà, globalement, à quoi sert DeFi Lama? On peut aller voir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir aussi les rendements, où est-ce qu'on peut choper le meilleur rendement, sur quel pool de liquidité ou sur quelle plateforme y aller. Si vous avez des fonds sur Solana, sur Bitcoin, sur Ethereum, etc., eh bien, comment faire travailler ces fonds sans bouger de blockchain, sur quelle plateforme y aller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vous montre le risque que vous prenez si vous utilisez tel ou tel projet ou tel réseau. Euh, donc, euh, donc voilà, là on l'a sur l'overview, et puis si on clique sur chaîne, ici on va voir bah, les détails de la TVL, hein, de la valeur totale bloquée sur la blockchain, sur une blockchain en particulier. Euh, donc voilà globalement comment fonctionne DeFi Lama. C'est pour ça que c'est un outil ultra important pour la finance décentralisée et pour faire votre étude avant d'investir ou avant de déposer des fonds dans quelconque projet. Excellent, bien dit. Euh, Euh, donc je voilà. suggère, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose au sujet de euh, Ethereum. Donc, tu vois mon écran là? Ah non, Non, bah, il y a alors un partage attends. d'écran. Partager, partager, tac. Ah, c'est bon, Est-ce que je vois. tu vois mon écran? Oui. Ok. Je voulais, là j'ai cliqué sur la gauche sur catégorie, parce que c'est un truc que je regardais tout à l'heure avec Nicolas. Et ici, on peut voir que la catégorie qui représente les plus gros montants en matière de finances décentralisées, c'est lending, les prêts et les emprunts. Hein, 47 milliards de dollars actuellement. Et donc, si je clique ici sur lending et qu'on regarde le contenu, le plus gros, de loin, 20 milliards de TVL, c'est AAV. Et si on regarde AAV dans quel écosystème est-ce qu'il est actif, eh bien, c'est tout du EVM, Ethereum Virtual Machine. Hein, si on regarde toutes ces différentes blockchains dans lesquelles AAV est actif. Ensuite, JustLand, ça, c'est Tron. Et JustLand, ça, je pense que c'est des gens qui font du staking ou
de la DeFi avec les stablecoins, parce que franchement, sur Tron, c'est la seule chose qui est vraiment intéressante, c'est les stablecoins. Ok, ensuite, il y a Morpho, qui est principalement aussi sur l'écosystème Ethereum. Donc, ce que je voulais exprimer, c'est que, en fait, en matière de finances décentralisées, pour le moment, c'est toujours Ethereum qui est le roi. Et en ce moment, il y a beaucoup de bad buzz autour d'Ethereum parce que son prix a du mal à décoller. Mais je garde vraiment toute ma confiance dans Ethereum. Je suis persuadée que c'est celui que les gros comptes vont préférer. Et du coup, il va revenir sur le devant de la scène assez bientôt, justement grâce à la finance décentralisée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dimitri. Ouais, Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait la- qu'Ethereum, effectivement, il a fait un gros bad buzz précédemment. Tout le monde a perdu confiance en Ether, mais mais je vois pas pourquoi, parce que sans Ethereum, on pourrait pas avoir la finance décentralisée qu'on a actuellement. On pourrait pas avoir toute cette innovation, euh, même sur les RWA, sur de la dépine, sur de l'IA. On pourrait pas avoir tout ça. Alors Si que c'est, La Dépine, elle est vraiment bien sur Solana oui, et mais, bientôt sur Sui. Mais mais par contre, ce que tu viens de dire, à part Dépine, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. je suis tout à fait d'accord. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a Solana qui s'est construit à côté, mais voilà, je pense que Ethereum, la pièce du puzzle manquant et elle va arriver. Je pense qu'Ethereum va, j'ai oublié le terme, mais va impressionner, je pense, beaucoup de personnes sur les prochains mois, Ouais. voire même sur l'année 2025. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Toi aussi, tu es confiant pour Ethereum? Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est vrai qu'il a une position tellement grosse que bon, je le vois mal. Je le vois mal disparaître du jour au lendemain. Il a tellement résisté à la narrative des Ethereum killers. Ça, combien de fois on l'a vu. Mhm. Je pense que, je pense que d'ailleurs les porteurs de projets ont arrêté de se dire ils allaient essayer de faire un Ethereum killer et ils se positionnent sur sur d'autres usages, sur d'autres utilités. Euh, Après, alors tout dépend aussi si on parle juste du prix. Faut voir aussi comment ce cycle va continuer à se dérouler là en 2025. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, par exemple, de l'impact des meme coins. Hein. Je crois que j'ai lu que l'équivalent de 6 milliards de dollars de liquidités, en fait, qui ont purement et simplement été perdus à cause de meme coins, parce que bah, on a énormément de gens perdants sur des trades de meme coins. Et donc bah, comme disent les gens qui expliquent ça, cette liquidité, bah, elle est perdue, elle va pas revenir, elle va pas se déverser sur autre chose par la suite dans le cycle. Donc ouais, à voir comment ça va se dérouler la suite de ce cycle et est-ce qu'on va voir ce qu'on a déjà vu par le passé, c'est-à-dire au bout d'un moment un déversement sur Ethereum puis sur le reste des altcoins. Parce que bon, voilà, pour l'instant, le Bitcoin continue à se comporter un peu en solo quand même hein, par rapport au reste du marché. Je lisais aussi régulièrement là sur X, il y a alors c'est souvent des bitcoins maximalistes qui postent ça, mais ils expliquent voilà la première fois que Bitcoin a été à 100 000, le TH il était à tel prix, la deuxième fois il était à tel prix et donc ce prix-là était plus bas et ainsi de suite la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois et en fait le prix d'Ethereum ne fait que baisser au fil des fois où Bitcoin lui est venu à chaque fois toucher les 100 000. Mais bon, oui, je pense pas qu'Ethereum, sur la partie vraiment purement utilitaire, je pense pas qu'Ethereum disparaisse du jour au lendemain.
Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont des sujets, ils ont des enjeux là en ce moment. Et donc, je pense qu'il va falloir je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Ils ont quand même une roadmap qui n'a fait que s'étirer. Parce que j'écoutais une interview, j'écoutais une interview d'un membre de l'écosystème français de Polkadot, qui a été tournée à CryptoSer. Et donc, il expliquait que lui, quand il a découvert un petit peu tout le sujet crypto, blockchain, donc de mémoire, je crois que c'était en 2018, il expliquait qu'à cette époque-là, le sharding et la Beacon Chain, c'était annoncé pour 2020 dans la roadmap d'Ethereum. Voilà. Et donc, du coup, il expliquait que bah, le problème aussi, c'est que en fait, cette roadmap, elle a fait que s'étirer, 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 s'étirer. Et bon, bah, voilà, il y a une vraie complexité chez Ethereum. Et justement, il y a des projets comme Polkadot qui sont intéressants aussi hein, dans ce qu'ils développent comme solutions qui répondent aussi à des défis techniques auxquels Ethereum essaie de répondre, mais d'une façon différente, peut-être parfois plus complexe. Donc, euh, donc je pense pas qu'Ethereum disparaisse du jour au lendemain. Mais par contre, pourquoi pas voir des projets émerger et pas forcément un petit nouveau qui sort de nulle part, voilà, d'on ne sait pas où. Surtout à une époque où les liquidités sont quand même plus difficiles à aller chercher, les fonds sont quand même plus difficiles à lever. Mais peut-être que du coup, voilà, des projets qui sont là depuis plus longtemps, qui build et qu'on a un peu oublié parce qu'on s'est dit, bon, bah voilà, eux, ils sont là depuis trop longtemps, donc ils attireront, enfin, ils arriveront plus à lancer une dynamique à attirer le regard vers eux. Tu penses À, auquel? vo- à voir. Tu penses Euh, auquel? eh, Injective? Polkadot pour potentiellement Écoute, avoir. Polkadot, ils sont pas bons en marketing. Moi, je connais plusieurs développeurs Polkadot. Alors ça c'est. Ils sont brillants. Je les admire. Ils sont brillants. C'est juste qu'ils sont pas très bons en marketing. Ah ben c'est Et sûr que c'est sûr que c'est pas le projet qui a misé à fond sur la visibilité et le marketing comme d'autres qui du coup se sont retrouvés réputés pour ça, hein. Je pense à Multiversix, anciennement Elrond. Voilà, eux c'était sans doute le projet qui était connu pour être défini comme ouais bah beaucoup de marketing, mais par contre derrière qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes ou pas? Voilà, typiquement, oui, Elrond, c'était quelque chose il y avait... qui leur Ouais, collait à la peau, tu vois. C'est sûr que Polkadot, c'est pas la même chose. Donc, après, encore une fois, à voir, hein. Il y a rien de. Voilà, ouais. j'ai pas de conviction assez forte là-dessus. Nous verrons bien. Mais en fait, moi, je me rappelle, enfin, alors, je me rappelle, non, c'est pas que je me rappelle, j'ai pas connu ou alors j'étais tout petit. Mais n'oublions pas que, par exemple, sur Internet, il fut une époque où c'était Yahoo, le géant, et aujourd'hui, on a Google. C'est Et parce qu'ils alors, faisaient les choses à la main, Yahoo. C'est pour ça qu'ils ont été dépassés. ouais, Ils non, mais faisaient une voilà, mais sorte du coup, d'annuaire de pages jaunes à la main. donc voilà, mais du Et coup c'était pas ils ont eu automatisé. ils ont eu leur période où c'était eux qui avaient la position de leader et puis bah voilà finalement c'est pas parce qu'ils ont eu la position de leader à un moment donné et qu'ils ont été les premiers à faire ce qu'ils faisaient ou parmi les premiers bah, que du coup ils sont restés dans la position qui était la leur. Donc, donc pourquoi pas la même chose hein, sur des acteurs historiques on va dire, des débuts de l'ère crypto et du développement des infrastructures blockchain et de tous ces use cases, etc. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un bouleversement entre les acteurs de cette période-là. Et puis bah, je sais pas, voilà, il y a à un moment donné, une nouvelle étape, une nouvelle partie de l'histoire où ce seront peut-être d'autres acteurs qui vont émerger, on verra. Mais bon,
Ethereum Mm. va pas disparaître du jour au lendemain, ça va encore continuer à exister, à être utilisé. On va encore voir des mises à jour avec des nouveautés, etc. C'est encore là qu'il y a l'essentiel de l'activité DeFi. Donc à un moment donné, voilà. Et puis bon, c'est cet écosystème-là qui a fait naître la DeFi. Donc c'est pas là pour disparaître. C'est pas là pour disparaître du jour au lendemain, mais par contre, oui, très clairement, je pense que ça va être challengé par d'autres projets et je pense pas spécialement à des nouveaux projets. Voilà, je pense que ce sera plutôt des acteurs de plus longue date. Voilà, j'ai parlé de Polkadot, mais on pourrait parler de, je sais pas, peut-être Cosmos par exemple aussi. Voilà, on verra. Et après, en termes de prix, sur le cycle actuel, à voir. Si on a la même structure de cycle que sur les précédents, ou bah, si on a des circonstances qui font que ça se passe un peu différemment. Voilà, entre les institutionnels et puis cette bulle des mêmes coins là, ça pourrait chambouler un petit peu la machine, hein. Yes. On reprend sur la thématique Ok. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit brièvement. Yahoo a été disrupté parce qu'il n'était pas scalable. Ethereum s'est rendu scalable grâce au Layer 2. Donc Ethereum ne sera pas disrupté cette fois-ci, peut-être plus tard. Mais je pense que grâce au Layer 2, Ethereum va très bien se comporter durant cette bulle-ci. C'est mon analyse à moi. Yes. Alors, parlons maintenant de la thématique, c'est-à-dire les données on-chain dans la finance décentralisée. Donc, Dimitri nous a fait une magnifique présentation de DeFi Lama. Moi, je regarde aussi beaucoup Glassnode et Into the Block. Donc, j'avais envie de vous montrer ça. Partager. OK. Alors, ça, j'ai déjà montré. Je vais le fermer. Alors, Glassnode. Glassnode, j'ai déjà fait mon login, ouais, c'est bon. Donc, je vais dans les charts. Alors, il y en a un que j'aime particulièrement. Euh, je vais ouvrir, je sais pas moi, Uniswap. C'est pas que je l'aime particulièrement, c'est que je suis sûre qu'il a tous les graphiques que je veux. Et moi, j'aime particulièrement le graphique 1% pour aller espionner ce que font les baleines on-chain, espionner on-chain, ce que font leurs wallets. Donc, si je regarde, par exemple, sur une année, donc ça, en noir, c'est le prix, en rouge, ce sont les portefeuilles des baleines qui ont 1%. Donc, on prend toutes les adresses qui existent, on prend seulement les 1% plus grosses adresses, celles qui ont le plus de tokens, parmi les 100%. On prend juste les 1% plus grosses. Donc, c'est quand même des grosses baleines, hein. Bah, on peut voir que là, ils sont plutôt en achat. Euh, donc là, c'est une donnée qui existe pour beaucoup de cryptos. Avant, il n'y en avait qu'une centaine. Maintenant, il y en a, je crois bah, on en a beaucoup plus qu'avant. Donc, attends, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme crypto? J'aime beaucoup RSR. Allons voir RSR. Donc là, je vais sur More Asset. Ils ont changé leur manière de sélectionner les cryptos. Donc là, il faut être en tier 2, celui qui est un prix raisonnable. C'est le meilleur rapport qualité-prix, franchement, le tier 2. Alors, en noir, le prix en haut. En noir, en bas, ils auraient pu nous mettre une couleur, ça aurait été sympa, mais bon. En bas, on peut voir que les gros comptes sont plutôt légèrement en baisse ou presque horizontale, mais plutôt en baisse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir lesquels, parmi toutes les cryptos qu'ils ont, lesquels ont en ce moment des baleines qui sont en train d'acheter ces temps-ci.
Et du coup, on peut se dire, ah, bah, c'est qu'ils s'attendent à ce que le prix monte parce qu'ils ont des données de l'intérieur. C'est des professionnels, il ne faut pas oublier, ils ont beaucoup plus d'informations que nous. Ou plutôt que le... Non, je ne pense pas que les professionnels ont plus d'informations que moi, modestement. Mais par contre, les professionnels ont beaucoup plus d'informations que les investisseurs lambda. Donc ça, c'est une donnée très intéressante. On a un équivalent chez Into the Block. Donc Into the Block, si je regarde, ben, par exemple, RSR, OK, Reserve Rights, très bien. Donc là, il faut qu'on aille à gauche sur Ownership. Et ça, RSR, Into the Block, c'est une super bonne affaire. C'est 100 dollars par année pour une quantité incroyable d'informations. Donc, on a Ownership et puis Holding Distribution, donc la distribution des propriétaires. Voilà. Le nombre d'adresses en fonction de la taille du portefeuille, etc. La balance en fonction de la taille du portefeuille. Et ça, c'est la matrice de distribution. Donc, si je prends les gros comptes, tac, 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 je désactive les petits et je regarde ce que font les gros. 1, 2, 3, 4. Non, il faut que j'en désactive encore. Voilà. OK, là, ça devient intéressant. Voilà. Et si je regarde, bon, ça, c'est normal, c'était le début du bear market. Mais si je regarde sur une année, bon, j'ai la flemme de le faire. Attends. Voilà, one year. Ici, c'est plus facile. Voilà. Et ben, sur une année, on peut voir que c'est plutôt en montée. Et en plus de ça, ici, on a les chiffres. Donc, les gros comptes ici, ils sont plutôt en montée. Voilà. C'est vraiment bon signe. Et si on regarde les tout gros, ouais, mais ils sont peu nombreux là. Il n'y a que 3 adresses, donc ce n'est pas forcément représentatif. OK. Donc, ça, c'est super intéressant. Après, il y a en fonction du temps qui est gardé, donc on peut voir ici ceux qui sont là pour le long terme. Donc, typiquement, moi, je m'intéresse aux bleus, hein, ceux qui sont les fidèles, qui vont garder le token longtemps. Donc, si on regarde pendant une année, les bleus sont à peu près plats, moins 0,62. Ceux qui gardent le token entre un mois et une année sont à plus 13%. Et les traders sont plutôt en descente. Donc en ce moment, c'est les holders moyen terme, les rouges, qui achètent. C'est intéressant. Donc, ce n'est pas les traders, c'est plutôt les investisseurs qui font ça en vue de la bulle qui est en cours. Moi aussi, je suis assez bullish sur Reserve Right. Ça sert à créer des stablecoins et je pense que c'est un excellent use case et il y a pas de meilleur projet en ce moment pour ce use case-là. OK. Donc, j'aime beaucoup aller espionner ce que font les baleines, ce que font les gros comptes. Après, on peut aller voir plein de trucs. Alors, la partie overview, là, eh bien, elle est disponible même sans abonnement ou alors avec un abonnement, mais gratuit. Celle-là, elle est disponible gratuitement. Ah oui, oui, j'ai déjà fait le test en navigation privée, elle est disponible. Donc, vous pouvez y accéder gratuitement. Il n'y a même pas besoin de faire un compte. Et là, il y a des informations de malades, entre autres la concentration par les gros comptes. J'aime beaucoup regarder Est-Ouest, hein, ici, Est-Ouest. Alors, il y a énormément de volume en Asie. Donc, si je veux regarder, ben, puisqu'on parle de DeFi, je vais regarder AAV. AAV, il est partout dans le monde. OK, il est à peu près 50-50, avec un tout petit peu plus à l'ouest. Alors, comment ils font pour calculer la démographie? En fait, c'est avec les horaires de transaction. Parce que quand on est au milieu de la nuit dans certains pays, ben, il y a beaucoup moins de transactions dans ce pays-là. Donc, ça leur permet tout simplement d'aller voir ça.
Ownership, démographie, il est où déjà? Démographie. Là, Est versus Ouest, c'est dans Network. OK. Et ça dépend des jours. Des fois, il y a des divergences en fonction du jour de la semaine. Et on peut voir l'évolution. Bon, en orange, c'est les transactions, mais en bleu et en rose, on peut voir droite-gauche, plutôt l'Est ou plutôt l'Ouest ben là, c'est sur une période de 14 jours. Et après, il y a souvent des explications ici, hein. Vous pouvez apprendre plein de choses en lisant, en prenant le temps de lire les textes. OK, donc je reviens sur ici, transaction, démographie. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai dans mes PDF, l'Asie, mais je ne le montre que s'il y a nettement plus de transactions à l'Est qu'à l'Ouest. Et j'ai aussi d'autres sources pour voir ça, pas seulement Into the Block. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que ça augmente énormément les volumes. Des fois, on a des cryptos qui ont un tout petit market cap et qui ont un super potentiel et qui développent sur GitHub comme des malades et qui vont probablement avoir des beaux effets d'annonce qui vont faire monter le prix. Eh ben, s'ils ont beaucoup de succès en Asie, ça augmente énormément leur potentiel. Parce que du coup, à la moindre annonce de nouvelles fonctionnalités, il y aura beaucoup plus de réactions, beaucoup plus d'acheteurs. Ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ce sera vraiment efficace, leurs annonces. Donc, lorsqu'il y a beaucoup en Asie, moi, je rajoute des points. Et après j'ai des moyens de les sélectionner et de prendre les meilleurs dans mes sélections. Je fais des scénarios. Je m'amuse Tu, beaucoup avec ça. tu peux regarder sur Solana pour comparer. Volontiers. Alors, Solana. Ah, mais oui, sur Into the Block, il n'y a pas beaucoup Solana. Sur Glassnode, on a Solana ici, mais je ne crois pas qu'ils ont le 1% plus gros compte. Et puis, ils n'ont pas la démographie. Ouais, ouais, on est un peu pauvre hein, sur Solana. Ah oui, oui, j'ai mieux. Je sais. Pour Solana, on va aller voir sur Skynet, que je regarde aussi dans mes PDF. Skynet. On va prendre Solana. Ok. Ouais, tu as raison de demander Solana parce qu'il a bien du succès en Asie. Ah, encore mieux, ce serait Tron, à mon avis. Alors ici, si on scrolle, on voit une map monde, mais elle apparaît que sur certaines cryptos. Non, elle n'y est pas. Mais si je regarde par exemple AAV, puisqu'on y était, ok, AAV, il a un peu plus à l'ouest qu'à l'est. Est-ce qu'on a la map monde? Ouais, on l'a, voilà. Donc c'est dans la partie fondamentale et on voit ici les fuseaux horaires où il y a eu le plus de transactions sur 7 jours. Voilà. Après, avec Into the Block, on peut choisir la durée. Ici, c'est toujours sur 7 jours. Mais c'est intéressant de voir s'il y a du vert foncé un peu partout. Est-ce qu'on aurait Tron? Attends, on va voir si on a Tron ici. Quand même, Tron, il est là depuis longtemps, hein. Euh, Plus masquer les commandes flottantes. Alors, Tron. Oh, ils ont pas Tron. Ah si, quand même. Ah, voilà. OK. Mhm. D'accord. Donc, c'est dans fondamental. Oui, on l'a. Donc, Tron, il y a très peu aux États-Unis. Ouais, il y a quand même pas mal en Europe. Mais en fait, tu sais, c'est parce que c'est les gens qui font des transactions, juste envoyer du USDT d'un endroit à un autre. C'est son principal use case à Tron, hein. On va dire l'écosystème Tron. Euh, et puis là, je suis étonnée qu'il y ait assez peu sur la droite. Il y en a, bon, la Russie, certains pays d'Asie, l'Europe.
Bon, l'Afrique, elle est sur le même fuseau horaire, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup moins pour Tron. Bien, bien. Alors, je montrais ici le token se marie. Dans la finance décentralisée, alors les données on-chain, on a la concentration des gros comptes, on a les transactions larges, et chaque fois, il nous dit est-ce que c'est bearish ou bullish. Euh, Là, et in the money, ça veut dire est-ce que les gens sont plutôt en bénéfice ou en perte? Et lorsque les gens sont plutôt en bénéfice, ils ont tendance à dire du bien, et c'est un effet contagieux. Et lorsque les gens sont en perte, ils ont plutôt tendance à en dire du mal, et c'est un effet contagieux. Euh, voilà. Et puis, le nombre d'utilisateurs, hein, le network en ligne, on-chain. Nouvelle adresse moins les adresses qui descendent à zéro. Voilà, c'est comme ça qu'ils calculent ça. Et celui-là aussi, il est bearish. Donc, en ce moment, il est légèrement... Oui, il est bearish à 3 contre 1. Donc, logiquement, il doit avoir une mauvaise note sur... Tac, AAV. Il doit avoir une mauvaise note sur ce créneau-là. Dans opportunité. Opportunité. Et on l'a... Chabalen. Attends, je l'ai mis où celui-là? Il est quelque part. Skynet, marché. Non, c'est pas celui-là. Moi, je le vois pas. Tiens, faut que je le cherche. Je vais me faire une petite note. Chercher ce mari dans AV. Parce que des fois, on vient de faire une mise en prod. Je vérifie qu'il n'y en a pas un qui a sauté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici qui soit en rapport avec la finance décentralisée? Hum, il y a la fidélité de ceux qui possèdent le token. Ok, ici. Hum, donc ça, c'est en fonction de la durée avec laquelle ils ont gardé le token. Ok, la corrélation avec Bitcoin, pour ceux qui veulent avoir, dans les gros comptes, ils accordent de l'importance à avoir un portefeuille assez diversifié et donc à prendre des cryptos qui sont un peu décorrélés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils apprécient XRP. Ils n'ont pas compris à quoi sert XRP, mais ils apprécient le narratif, la crypto des banques, et ils apprécient que ça monte à d'autres moments que l'ensemble du marché, assez souvent. Donc il y a une décorrélation qui leur plaît assez. Voilà. Je pense que là, j'ai un peu fait le tour. Les transactions qui sont plus grandes que 100 000 dollars de valeur. Le changement du nombre d'abonnés Telegram. Bon, moi, j'accorde beaucoup plus d'importance au changement du nombre d'abonnés Twitter, hein, que j'ai ici. Parce que Telegram, de nos jours, ben, déjà, il y a plein de cryptos qui ont migré sur Discord et qui se donnent assez peu de mal sur Telegram. Le problème, c'est que depuis que Elon Musk a racheté Twitter, X, eh bien, il a énormément changé le pricing. Il faut payer 31 000 dollars par mois pour avoir accès aux données les plus intéressantes dans l'API. Sans compter les données qu'on consomme, hein, 31 000, c'est juste la base. Donc, moi, j'ai des milliers de comptes Twitter qui tournent en parallèle, qui me récoltent toutes les données que je veux. Je paye des tas d'abonnements API partout, mais là, je trouve qu'ils exagèrent. Donc, là, je fonctionne en scrapping. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont que Telegram, en fait. Avant, ils avaient Twitter, hein, ils l'ont perdu, comme énormément de sources. Voilà. Donc, ça, c'est Into the Block. Il y a plein d'autres données aussi sur la supply. Hmm.
network, adresse, où est la supply? Attends, je vais demander ici. Supply. Voilà. Circulating supply. Euh, c'est toujours intéressant de voir les mouvements. Est-ce qu'on peut voir par exemple Sandbox? Je pense qu'ils ont à peu près fini de distribuer, mais ils ont distribué comme ça par escalier. C'est assez joli à voir. Qu'est-ce qu'on a? On a Pic. Est-ce qu'ils ont déjà Pic ou c'est... Ah, ils ont tendance à avoir des vieux trucs. Ah non, si je suis sur Into the Block, sur Into the Block. Into the Block, ça va, mais Glassnode a tendance à avoir surtout des vieux trucs. Ouais, ils ont pas. Ok. Donc, sur Glassnode, on a aussi. euh, donc là, je suis sur Solana. Je crois que je vais revenir sur AAV. Il y a beaucoup plus de graphiques. Ok. Alors, nous avons. Qu'est-ce qui est intéressant pour la finance décentralisée? Ben, les transactions. Qu'est-ce que tu dis? Non, non. Et j'avais dit les adresses, mais on a vu les adresses, on a vu les gros comptes. Ouais. Donc là, le nombre de transactions est intéressant. Euh, Ah oui, oui, attends, j'en avais une que je veux montrer demain dans mon groupe privé. C'est par concentration. Voilà. Donc c'est nouveau, c'est pour espionner les baleines. Euh, Si on regarde, voilà, les, les gros comptes qui envoient de l'argent sur une crypto, par exemple Sandbox, ou qui sortent de l'argent d'une crypto, par exemple Sandbox. Et là, on a le net flow. C'est l'un divisé par l'autre. L'un moins l'autre, pardon. Et très souvent, quand on voit un gros pic de taille inhabituelle, c'est avant une grande montée. Et ça, j'ai trouvé plein d'exemples dans plein de cryptos où on a un pic nettement supérieur à ce qui se passait avant une grande montée. Euh, Attends, on verra peut-être mieux comme ça. Ouais, tu vois, tac, un pic très haut par rapport à ce qui se fait d'habitude et ensuite une vraie montée. Mhm. C'est très intéressant. C'est un des. D'ailleurs, je l'ai rajouté récemment dans mon PDF, celui-ci. Euh, mais comme je disais, hein, les très gros comptes, c'est des professionnels, hein. Euh, bah, c'est leur job, hein. Ils se renseignent, ils sont au courant des assets dans lesquels ils investissent. Surtout les fonds d'investissement. Les traders, ils s'en foutent, ils regardent juste l'analyse technique. Mais les investisseurs, ils s'en foutent pas. Ok. Donc, si on revient sur la finance décentralisée, Sur la euh, DeFi, on a quelques datas aussi sur Certic. oui, alors là, c'est vraiment très ciblé sur Ethereum. Certix, c'est Cer.live. Et d'ailleurs, je viens de rapatrier les bug bounty de Certic. Ça, c'est l'info la plus intéressante que je trouve chez eux, c'est les bug bounty parce que tout le reste, je le trouve ailleurs. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de crypto. Euh, donc, si par exemple, bon, on va déjà prendre coins et tokens. Vous voyez, là, c'est le deuxième onglet. Très intéressant, par contre, pour les exchanges. OK. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est sous maintenance. Hein, intéressant. Euh, ETA of maintenance compilation Q4 2024. Ben, peut-être qu'elle est finie et qu'ils ont oublié d'enlever le message. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Liquidity, j'aime bien. Ah non, mais ça, c'est le stablecoin. Attends, on est sur les stablecoins?
Non, catégorie. n'importe quel. Rien. Ok. Luxray. J'en ai pas. Il est sur ma liste de surveillance. Pour le moment, il n'est pas en vedette. Mais donc, si on regarde là, il est à 88 sur 100, ce qui est très bien. Les notes sont généralement assez basses hein, sur Serre.live. Et il a une couverture de l'audit 100%, c'est excellent. Et il a un bug bounty. Yes. Donc, le bug bounty, ici, si je clique là, il est chez Immunefi. Bah, il ne le Ah, trouve pas. Ça, c'est qu'il n'est pas à jour. Je pense qu'il est terminé. Euh, mhm, intéressant. Et qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme crypto? T'en avais une qui t'intéresse dans la liste? euh, Tiens, Maker. Ouais, Maker. Il n'est pas en train de changer de nom, Maker? Si, si. Attends. C'est pour ça que je serais très curieux de savoir si, Ok. s'ils l'ont un Tiens, on va peu voir si le oublié ou bug pas. bounty est à jour. Ok, c'est en train de charger. Ok. Reward, low, medium, high. Ouais, il est à jour. Ok. Euh, ok, donc audit, il y en a un ici. Il y a deux audits de plateforme, un bug bounty et une assurance. Tiens, je m'attendais à avoir Nexus, mais c'est Insuris. Mhm. Intéressant. Euh, et j'ai l'impression que c'est pas très à jour tout ça. Enfin. Serre.live, c'est ce qu'on avait de mieux il y a 4 5 ans. Mais maintenant, avec Skynet Certic, qui est aussi fait par la même entreprise Certic, on a plus de détails en fait. Autrement, ah oui, oui, un truc super qu'il faut absolument montrer pour la DeFi, l'analyse on-chain de la DeFi, c'est DApp Radar. Donc, Ah oui. et on prend par exemple Trader Joe sur Avalanche. Le token s'appelle Joe, l'application s'appelle Trader Joe. Donc, si je tape J-O-E, DappRadar va voir non pas le token, oui, il va aussi voir le token, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà les infos ailleurs. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est que il va voir, dans certains cas, l'application. Il va voir la DApp. Est-ce qu'elle est vraiment, vraiment utilisée? Donc là, on a le token Joe, hein, qu'on peut ouvrir, oui, mais pas que. On a aussi l'app Trader Joe ici. Ouais, elle a changé de nom et je sais pas, ils ont déconné avec ça. Ils ont mis un Quoi? nom. Non, j'arrivais Sérieusement? pas à le croire. Hein. Mais j'ai déjà vu ça il y a plusieurs mois en arrière. J'arrivais pas à le croire. Mais bon, ils ont voulu se transformer en même, peut-être. Donc, si vous ne trouvez pas l'app, hein, vous allez sur le token et vous voyez ici sur la droite Related Project et vous voyez le projet qui est relié au token. Les informations du token ne sont pas très intéressantes. C'est les mêmes qu'on a sur CoinGecko, CoinMarketCap finalement. Hein, ouais, c'est exactement les mêmes. Il n'y a vraiment rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de plus. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est le projet relié. Donc là, du coup, vous pouvez cliquer là et ça vous amène ici. Et là, on a des informations sur le nombre d'utilisateurs, non pas de transactions avec le token lui-même, mais sur l'app. Ça, c'est génial. Alors, à condition qu'il soit connecté au bon smart contract, mais je pense que c'est le cas. Donc, si je regarde sur une année, hein, on peut voir la TVL qui est dans Trader Joe. Hein, donc c'est le principal DEX sur Avalanche. Et la TVL ajustée, hein, ça, c'est leur manière de calculer. Je pense que c'est sans le staking parce que en fait, il y a un truc où des fois, le staking, il est compté à double. Enfin bref, ils ajustent. Voilà. Et puis, donc ça, c'est la TVL. Et puis, ça,
c'est le prix. On s'en fout du prix. OK, donc il n'y a que ça d'intéressant. Sur Avalanche. Et puis après, on peut regarder sur 30 jours. Bah, il nous montre que la TVL, c'est pas génial. Si on va voir, je sais pas moi, un vieux de la vieille qui va un jour récupérer son heure de gloire parce qu'il a une valeur historique, c'est Decentraland, qui n'est absolument pas sous les feux des projecteurs actuellement. Hein, c'est le principal premier métaverse. C'est pas le premier au monde, mais c'est le premier gros. Ok, donc là, on est dans le gaming. C'est pas que du gaming d'ailleurs. Ok. Donc là, pareil, il y a le token sur la droite. Et si je suis sur le token, eh ben, ici, j'aurai le projet. Donc là, ici, j'ai le projet, la DAP. Ok, c'est en train de charger. Si je regarde sur 30 jours, on peut voir que le volume est en montée, le nombre de transactions est en descente. Unique Active Wallet, UAW, c'est Unique Active Wallet, le nombre de wallets qui jouent. 353, c'est minuscule. OK. Et si je regarde ici sur 3 mois, donc ça, c'est le nombre de joueurs en blanc, le volume en bleu et les transactions en vert. Voilà. Et je suis en train d'intégrer Dapradar. Actuellement, je regarde encore à la main très souvent et bientôt, je l'aurai dans le PDF. C'est en cours de développement chez David. Donc, ça va me permettre de repérer lesquels sont très intéressants. Mais si on revient à la finance décentralisée, bah, je sais pas, allons voir AAV, hein, pour les prêts et les emprunts. OK, on va prendre le plus récent, AAVV3. D'ailleurs, ça, on peut expliquer pour notre audience. Pourquoi on a AAVV1, V2, V3? C'est parce qu'il est vraiment décentralisé. Ils ne peuvent pas changer le protocole de la même manière qu'on ne va pas changer le moteur d'un avion en plein vol. Et donc, lorsqu'ils ont fait une nouvelle génération, eh bien, ils lancent une nouvelle version et les trois existent en parallèle, mais petit à petit, la liquidité va vers la nouvelle parce qu'elle est juste mieux. Voilà. Donc, AV V3 sur 30 jours, on peut voir que bah, la TVL est à moins 7%, le market cap est à plus 20%. OK, si je regarde ici sur 3 mois, mais là, je voulais voir les prêts et les emprunts. Ah, ça, c'est leur stablecoin. Oh, mais il n'y a pas le nombre de gens qui font des prêts et des emprunts. Est-ce qu'on pourrait donner d'autres comme exemple dans la finance décentralisée? Ah, mais je sais, je peux aller sur le ranking global et je peux cliquer sur DeFi. Voilà, voilà, voilà. Alors, ceux qui ont... Alors, le premier, on l'oublie, c'est une pub. Ceux qui ont le plus de comptes qui ont fait des transactions sur 24 heures, Hot Protocol, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sur Ethereum. Ah non, c'est sur plein de blockchains. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blockchains. Wow, ok. Uxui. Jupiter, oui, ça je sais ce que c'est. C'est le principal agrégateur de DEX de Solana pour faire des transactions. Comme Dotfund, c'est pour créer des mèmes. Ok. Alors, dans la finance décentralisée, il ne devrait pas y avoir comme Dotfund, d'ailleurs, je trouve. Bah, quoique, ça se dépend, ça se défend. OK. Alors, mais comme moi, je ne fais pas du trading, je fais de l'investissement, j'ai tendance ici à mettre sur 30 jours pour voir lesquels ont le plus d'augmentation sur 30 jours. On peut mettre aussi sur 7 jours pour ceux qui font de l'investissement court terme ou du swing trading. Donc là, sur 30 jours, celui qui a le plus de comptes actifs de loin, c'est Jupiter. En deuxième, c'est Canalabs, que je ne connais pas. Tu connais Canalabs, toi? Non, du coup. Eh, attends, le plus de comptes actifs dans la finance décentralisée sur 30 jours. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Connecter les communautés de différents networks sous une seule unique expérience d'une manière sécurisée. Bon, c'est vraiment banal comme définition. Ça ne les différencie pas du tout. Si on regarde, allez, All, depuis leur création, OK. Bah ouais, ils ont vraiment beaucoup de comptes actifs.
C'est dingue ça. Ok. Le nombre de transactions correspond au nombre de comptes actifs, le volume, ok. C'est intéressant ça. Ils servent à quoi ceux-là? Tu les connais toi? Cana Labs, CoinGecko, Enter, Cana. Attends, je vais aller voir sur la droite. Ah merde, ils ont peut-être pas encore de token. Ah, ça doit être ça. Sûrement qu'ils n'ont pas encore de token. Ouais, parce que là, il y aurait le prix autrement. Bon, ben, en tout cas, c'est prometteur. S'ils lancent un token, il faut qu'on s'y intéresse. Ouais, ça va peut-être. Web3 simplifié. Super app for DeFi. Swap, spot, perpétual. Mais je ne l'ai jamais essayé, celui-là. On devrait l'essayer, dis donc. Ce serait l'occasion d'avoir peut-être un petit airdrop et peut-être on découvrirait un truc super pratique à utiliser. Massive Unlock, Move Ecosystem. Ça, c'est intéressant. C'est comme Sui et Aptos, le Move Ecosystem. C'est un langage de programmation Move. Et puis, il y a Move Labs. Together, Aptos, Supra, in a groundbreaking token. Ah, mais c'est juste une annonce pour un événement, pour une conférence. Une plateforme de swap et de trading. Ouais, ouais, c'est marqué là. Swap, spot, perpétuel. Les perpétuels, ce sont des produits dérivés, c'est-à-dire on fait des paris sur le prix, mais on n'achète pas vraiment la crypto. Tandis que spot, on achète vraiment la crypto, on la possède. Voilà. Et swap, c'est pour transformer une crypto en une autre crypto. Bien. Alors, on était en train d'explorer ici la finance décentralisée sur 30 jours, sur Dapradar, ceux qui ont le plus de unique active wallet. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution, lesquels sont en croissance. Alors, si je veux ceux qui ont la plus haute croissance, alors bon, si c'en est un qui vient de démarrer il y a un mois et qui du coup est passé de zéro à n'importe quoi, forcément qu'il aura des chiffres monstrueux. Euh, donc, on va s'intéresser à seulement ceux qui ont beaucoup de UAW, Unique Active Wallet. Lista DAO, c'est quoi ce truc? Regarde, 3 millions de wallets actifs et on découvre de ces trucs-là. Si, j'ai déjà vu passer. Je te comprends pas bien. En fait, ton micro, il est moins bien que d'habitude, si jamais. Ok, alors là, mais je crois que de nouveau, il y a pas de token sur celui-là. Ah, par contre, ils ont un stablecoin. Ils n'ont pas encore le token, mais ils ont un stablecoin. Ok, donc là, c'est la TVL. Je lis. C'est bizarre qu'on ait... Ah, je sais. Ici, il y a peut-être autre chose. TVL, TVL. Oui, mais moi, je veux unique active wallet. Je veux l'évolution du nombre d'active wallet. Ok, Analytics. Oh, là, il y a des choses intéressantes. Avant, ils avaient tout sur la même page. Alors, On-chain activity. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Comme pour Trader Joe. Ok, bien. Maintenant, si on revient sur Trader Joe, hein, il est où? Joe. Il n'est pas là. On va le prendre là. Joe. Ah oui, Trader Joe là. Ce que je cherchais tout à l'heure comme données, et il me montrait que la TVL, en fait, elle était là dans l'onglet Analytics. Ils ont complètement changé leur affichage. Et alors, du coup, là, je vais sur All. Alors, on va voir, lors de la dernière bulle, on avait des sommets. OK, donc là, on est fin 2021, début 2022.
Et si je regarde sur une année, ok, c'est plutôt en diminution, oui, parce que bon, ben, ils sont sur Avalanche et Avalanche, en ce moment, n'est pas sous les feux des projecteurs. Ok, mais ils ont quand même des jolies quantités. Ouais, il y a quand même des milliers de wallets qui utilisent les outils. C'est pas ceux qui font des transactions, là, c'est ceux qui utilisent vraiment le DEX pour faire des swaps ou pour faire des transactions ou de l'apport de liquidité ou n'importe quelle transaction. Donc, ça, c'est le graphique qui m'intéresse le plus. C'est celui-là dont je prends les données pour les mettre dans mon PDF. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est l'évolution du nombre unique active wallet et l'évolution des transactions. Et je pense que je prends le volume aussi. Mais je mets des points surtout sur unique active wallet. Très intéressant lorsque il y a un début de hype, ils sortent une nouvelle fonctionnalité, il y a des gens qui l'essayent, qui l'envoient à d'autres, etc. Et là, on peut repérer un début de hype qui peut être vraiment intéressant euh, pour utiliser quelque chose, que ce soit DeFi ou que ce soit pour acheter quelque chose qui potentiellement peut monter. Voilà, donc ça, c'était voilà, la DeFi dans DappRadar. J'arrête le partage d'écran. Dimitri, est-ce que tout ceci t'a inspiré quelque chose qu'on pourrait montrer à notre charmante audience? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être prendre des questions? Est-ce que vous avez des questions-réponses, messieurs, dames? Non, il n'y a pas de questions en suspens. Très bien. Dis-moi, Dimitri, dans ta pratique, toi qui accompagnes des gens qui veulent faire un revenu passif dans la finance décentralisée, dans ta pratique, qu'est-ce que tes apprenants posent comme questions qui pourraient être débattues là maintenant? Alors, actuellement, effectivement, on a vu quand même pas mal de choses. Tu nous as montré pas mal d'outils, d'Abradar, Skynet.certic, Ser.live, Glassnode. Et dans les accompagnements que je réalise, je présente beaucoup Skynet.certic et Glassnode pour visualiser un petit peu ce que font les gros comptes sur Glassnode et S- Skynet pour visualiser un peu la sécurité, le développement de l'application, qu'est-ce que font les développeurs, etc. Euh, je trouve que ce sont des points qui ne sont pas négligeables quand la personne en face de moi se pose la question sur quelle plateforme déposer, euh, comment faire travailler son capital, que ça soit en bull market avec de l'ETH ou du BTC sur enfin, des tokens représentatifs de BTC sur Ethereum et Layer 2. Et aussi bah, comment éviter toute arnaque grâce à ces différents sites. Et il y a certaines personnes qui sont aussi un petit peu dans le... Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est le seul terme qui me vient à l'esprit, c'est cet esprit un peu dégène, un petit peu aller chercher un petit peu des cryptos qui sont vraiment très petites. Et, euh, et là, pour le coup, bah, voilà, comme toi et moi, on leur partage notre avis, mais après, voilà, à eux de prendre la route qu'ils veulent prendre. Et donc, avec ces différents outils que tu nous as présentés, effectivement, ils vont aller chercher les, les, les différentes réponses à leurs questions. Je trouve que la data on-chain, c'est vraiment la principale data quand on fait une analyse fondamentale. Il ne faut pas la négliger. Alors, comme vous a pu le montrer Chantal, il y a des sites qui sont payants. Glassnode, c'est payant et malheureusement, alors il y a un accès gratuit, mais c'est quelque chose euh,
qu'il faut aller voir. Alors, il y a un peu plus abordable comme ce que nous a montré Chantal avec Into the Block, qui est aussi complet que Glassnode. Mais voilà, pour avoir les bonnes infos, il faut malheureusement passer par des plans payants. Euh, et, et quand on fait le ratio dépenses réalisées pour accéder à l'outil versus les pertes qu'on pourrait avoir sur tel ou tel crypto mal analysé, eh ben, franchement, le ratio, il est vite, enfin, le calcul est vite fait, comme on dit. Et, euh, et ce c'est pas des outils à se dire, ouais, non, bah, du coup, c'est payant, c'est pas quelque chose que je vais venir utiliser, du coup, bah, détrompez-vous. Je pense que Chantal, avec ses petits PDF qui sont très intéressants pour le coup, parce qu'ils donnent beaucoup de visibilité au final sur les différents points qui peuvent ne pas forcément sauter aux yeux quand on va sur Into the Block ou sur Glassnode, etc. Eh bien, tous ces petits points en fait que Chantal va aller chercher sur ces différents outils à droite et à gauche, c'est quelque chose, au final, on se dit, ah oui. Alors ça, j'avais pas vu ça parce que ben j'avais peut-être pas forcément le bon outil, etc. Donc donc oui, l'analyse on-chain, et en plus on a la chance, les cryptos nous permet de le faire, donc profitons-en, parce que sur des actions par exemple, sur des métaux précieux, c'est de la data au final euh, qu'on n'a pas forcément en libre accès via un compte X ou Y. Donc autant en profiter parce que du coup on a une longueur d'avance sur des personnes qui viennent de rentrer sur le marché et qui vont investir un peu à droite et à gauche sans faire d'analyse fondamentale et une étude de la data intrinsèquement. Donc, il y a deux analyses à faire. Analyse fondamentale avec le fonctionnement du protocole, les différents réseaux sociaux, les investisseurs, qui a investi, etc. Pourquoi ils ont investi, euh, est-ce qu'ils en parlent, etc. Puis après, il y a la data, il y a le token, comment il fonctionne, la sécurité avec Skynet.certic, etc. Et puis après, vous faites votre avis sur l'analyse fondamentale. Et puis après, il y a l'analyse technique. Il y a les graphiques boursiers, etc. Et ça, pour moi, l'analyse technique, l'analyse graphique, pour moi, pardon, viendrait en dernier cas avant de prendre une décision d'achat ou de revente. Euh, j'ai pas cité Bubble Map aussi, mais Bubble Map est très très important aussi sur de l'analyse on-chain. Euh, voilà, c'est pour ça. Quand vous voulez prendre une position, un avis, regardez ce qui se passe sur la blockchain et vous pourriez peut-être changer d'avis euh, le cas échéant. Je sais pas Ok, ce que tu en penses, Chantal. super. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Il faut vraiment regarder où on met les pieds. Et on a les outils pour le faire. Euh, Attends, là, j'étais en train de regarder. Tu disais en gratuit, si tu m'as mis la puce à l'oreille, tu l'as dit tout à l'heure, hein, avec un compte gratuit sur Glassnode, on voit quand même deux, trois trucs. Et du coup, attends, parce que les commandes flottantes, au niveau du nombre d'adresses actives, il est en tier 1. Ça veut dire qu'il est visible avec un compte gratuit. Et ça, c'est intéressant, Hmm. l'évolution d'une adresse active, par exemple. Après, dans les exchanges, non, ça, je crois que c'est payant. La balance des exchanges, euh, ouais, c'est en tier 2, ça. Euh, les gens ont beaucoup acheté du AAV. C'est quoi ça? Cette descente, c'est le 4 février. Et le nombre d'adresses actives, Elle a ouais, aussi c'est chuté. intéressant ouais, c'est intéressant de comparer. Euh, et les adresses qui ne sont pas à zéro sont en constante augmentation chez AAV.
Il y a de plus en plus de gens qui ont des adresses qui possèdent du AAV. Donc, c'est de plus en plus décentralisé. C'est bien. Ça montre qu'il a du succès. Qu'est-ce qu'on aurait qui est en gratuit? Ah, mais normalement, il y a une liste quelque part. Attends, si je vais sur Glassnode, normalement, il y a la liste de ce qui est disponible en T0. Si on regarde pricing, Ah, oui. ouais, ouais, ouais. Parce que notre audience aurait peut-être envie de regarder. euh, Moi, j'ai lequel? J'ai le Advanced, tier 2. Celui-là, je ne l'ai pas. Ils ont complètement changé leur grille de prix. Ça a OK. augmenté. Alors, ça, c'est Tier 1, il est gratuit. Tier 2, il est payant. 49 par mois, ça va, c'est raisonnable. Quand tu es du métier, Oui. c'est raisonnable, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Euh, et puis bon, la plupart de mes apprenants sont vraiment des gros comptes. En tout cas, dans le groupe privé, c'est vraiment des gros comptes, la plupart. Donc, pour eux, c'est pas un souci s'ils ont envie de regarder les données Glassnode. Bon, la plupart de mes apprenants, ils apprécient beaucoup que moi, je m'en charge et que je leur fasse gagner du temps, tu vois, en allant chercher directement les infos les plus intéressantes. Mais tu vois, tout ce qui est en tier 1, basic métrique. Je crois que si je clique là, ouais, 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 voilà le catalogue de tout ce qui est gratuit. Waouh! Alors, il y a tout ça qui est gratuit. Stock to flow ratio. SOPR, il est bien, SOPR. Si on le regarde pour... Ah, ils l'ont même pour tonne. Et pour Solana, tiens. Allons voir le SOPR. Ça m'amène où? Ça m'amène- Ah, Il ça te m'a l'a ouvert ouvert. ça. Ok. Est-ce que tu peux Ok. expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SOPR? Ouais, Spent Output Profit Ratio. Et en fait, l'avantage, c'est qu'ici, il y a toujours une définition. Et voilà, ici. Et puis, après, il y a en plus, il y a généralement une URL qui mène soit vers un texte, soit vers une vidéo. Euh, et puis là, je vais vous le traduire en français. Ce sera plus facile. Mais j'aime bien le SOPR. Donc, ils prennent la valeur réalisée, hein. Donc, quand on a fait une transaction, on réalise une valeur en dollars et on le divise par la valeur à la création de ce qu'on a dépensé. Donc, c'est prix vendu divisé par prix payé. Voilà. Euh, et ça existe. Oh, ça existe pour plein de cryptos. Ah oui. OK. Et là, je suis sur... normalement, je suis sur AAV, là. Ah non, je suis sur Bitcoin. OK. Si je regarde sur, je sais pas moi, une année, on verra mieux. OK. Si je le mets ici en moving average sur une semaine, voilà. C'est plus facile à lire. Et ça peut être intéressant, surtout à long terme. En fait, le SOPR, il est pas mal pour voir les, les cycles. Parce que la pointe du SOPR est avant la pointe du cycle. Tu vois, la pointe la plus haute du SOPR est avant, bien avant la pointe du cycle. Tu as le temps de te retourner, quoi. Mhm. Contrairement à d'autres indicateurs où tu es moins bien protégé. C'est intéressant de voir aussi parce que du coup, on peut voir que les plus hauts sur le SOPR et les plus bas sont de moins en moins hauts et de moins en moins bas. Oui, oui, un peu partout. Ça, C'est la théorie diminishing return. Donc, si on regarde, je sais pas moi, un Bitcoin, euh,
je me mets en 1 point par week, par semaine. 1 point par semaine. Euh, donc, l'idée, c'est le multiple entre le précédent et celui-là, il était astronomique. Le multiple entre celui-là et celui-là, il est énorme, mais moins élevé. Le multiple entre celui-là et ou plutôt celui-là et ce qu'on va avoir, il est énorme, mais encore moins élevé qu'avant. Voilà. Et que lors de chaque cycle, en fait, vous verrez mieux les cycles si je me mets en échelle logarithmique. Voilà, comme ça, on voit mieux. C'est comme ça qu'on a l'habitude de voir les Mhm. cycles. Et encore, c'est Coinbase. Et c'est pas il en existe un qui permet de voir encore plus loin dans le temps. Mais l'idée, c'est que les multiples vont en diminuant et que du coup, OK, en dollars d'un cycle à l'autre, on fait beaucoup plus de dollars, mais en pourcentage de gains sur le portefeuille, ça se réduit. Voilà. Donc, si on regarde euh, Total 10, donc ça, c'est toutes les cryptos moins les 10 plus grosses. Voilà. Eh ben, attends, ouais, mais là, il faut que je me mette. Voilà. Ouais, mais on voit pas. Ouais, parce que Others n'existait pas à l'époque. Donc, il faudrait passer sur Total 3. Je pense qu'il existait. Total 3. Total 3, c'est toutes les cryptos moins Bitcoin et moins Ethereum. Voilà. Et on peut voir que le total, d'une fois à l'autre, euh, monte moins en pourcentage que par rapport à encore avant. Et on a tellement peu de cycles que comparer les multiples d'un cycle à l'autre, alors qu'on a déjà très peu de cycles, ça ne suffit pas pour faire une statistique. Mais on peut dire, on peut voir que dans la finance traditionnelle, plus c'est gros, plus c'est difficile de faire monter parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire monter le prix. Là, on est dans une configuration un peu spéciale. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais cette fois, c'est différent. Mhm. Donc, c'est le piège hein, quand on dit cette fois, c'est différent. Mais en même temps, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs et blablabla. Mais n'empêche que on ne peut pas faire des statistiques sur si peu de cycles. Et là, on a une situation où réellement, tous les institutionnels se ruent dessus et réellement, quelques gouvernements commencent à acheter. Mhm. Et lors de la dernière bulle, attends, je vais juste arrêter le partage. Lors de la dernière bulle, le narratif principal, c'était les institutionnels arrivent, et on avait quelques exemples, mais en vérité, c'est lors de cette bulle-ci qu'ils sont réellement arrivés en masse. Et lors de cette bulle-ci, on a le narratif, les gouvernements arrivent. Oui, mais ça prend un certain temps pour légiférer. Et on a quelques exemples, mais c'est probablement lors de la bulle suivante qu'on aura les gouvernements qui arrivent en masse. Sauf que, Exact. sauf que, on peut imaginer que les gouvernements fassent durer cette bulle parce qu'ils sont tellement dans la merde à avoir imprimé comme des malades, comme s'il n'y avait pas de lendemain, que ça pourrait changer la donne. Donc ça veut dire on ne pourrait ne pas avoir un bear? On finira bien par en avoir un. Quand ça Oui, monte trop, il faut que ça redescende, hein, je veux dire, oui, c'est bien sûr. normal. Parce que si ça monte trop, c'est que les investisseurs anticipent le fait que les gouvernements achètent et ils ont anticipé trop, tu vois. Et quand Mhm. les gouvernements achètent réellement, bah, il ne se passe pas grand-chose puisque c'était déjà pricé, c'était déjà compris dans le prix. Et donc, ils sont déçus et après, ça baisse. Euh, mais Yann Balina nous répète régulièrement, depuis longtemps, hein, depuis presque une année, que les
cycles durent de plus en plus longtemps. Si tu regardes la partie haute, en fait, c'est chaque fois 25% plus long par rapport à la fois précédente. Et donc, eux, ils disent que cette bulle va durer jusqu'à début 2026 inclus. Ok, Yann Balina, c'est le big boss de Token Metrics. ok. Donc, il est très, très compétent. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs sous gestion et les gens qui lui ont confié des actifs ont eu raison. Je pense qu'il va bien performer lors de cette bulle comme il a très bien performé lors des deux bulles précédentes. Je suis énormément Token Metrics, je suis membre premium depuis le début, quand il a fondé son entreprise. Avant, il se baladait à travers le monde en montrant ses fichiers Excel. Et ensuite, s'est lancé dans l'intelligence artificielle pour faire des prédictions blockchain. Mais en plus, il a des experts fabuleux qui font des analyses à la main que j'apprécie énormément. Et donc, je suis membre premium. Ça me coûte 2000 par année depuis des années. Et j'apprends énormément avec Token Metrics et je leur pompe énormément d'informations qui viennent aussi nourrir mes PDF Yes. Donc, tout ça pour dire que Yann Balina, il se trompe rarement, hein. On verra bien ce qui se passe, mais il serait assez logique. Déjà, si on respecte les cycles de 4 ans, la pointe de bulle ne serait pas au printemps, elle serait en deuxième partie elle serait, je veux dire, la dernière fois, pour Bitcoin, c'était en octobre ou novembre, je sais plus. Ouais. Et ouais, c'était octobre pour Bitcoin et novembre pour les altcoins, je crois. Mm. Et en 2017, c'était décembre pour Bitcoin. Et là, logiquement, ça devrait être au deuxième semestre, peut-être même au dernier trimestre, tu vois. Non, au Mm. deuxième semestre, en tout cas. Si on respecte les bulles de 4 ans, ça devrait être au deuxième semestre. Mais avec le fait que la durée de la partie haute augmente, ben, Yann Malina, il dit peut-être 2026, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Ça ne me dérange pas parce que les altcoins, elles vont bien finir par monter, tu vois. Oui, oui, c'est clair, elles vont pas rester Il indéfiniment. serait temps, les gens s'impatientent. Les altcoins n'ont pas encore commencé à monter. C'est pas grave, hein. On va l'avoir, notre bulle, hein. Au contraire, c'est maintenant qui. Au contraire, Il faut maintenant, en c'est une bonne profiter. période shopping. Ouais, C'est ouais, clair, ouais. c'est clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu as acheté récemment? Ah oui, Tu période veux, shopping. tu Période veux que je te shopping. dise? Ouais, dis-moi, dis-moi. IoTex. Ah, super, moi aussi, moi aussi. IoTeX. Attends, bon, de toute façon, on est tellement peu nombreux, je peux montrer. Tac, tac, tac. Alors, paf, partage d'écran, J'ai partager. trouvé ton analyse ultra bien quand on en avait discuté la semaine dernière. Et Ouais. j'avais réfléchi, j'avais fait mon analyse à côté et je me suis dit, oh, ok, là c'est violent quand même. Oui, et puis il y a ce nouveau narratif d'Épine plus AI, d'EPAI. Ils sont parfaitement là-dedans. Et j'en avais déjà acheté en janvier. Euh, et franchement, ils sont super. Donc là, moi aussi, j'en ai racheté récemment. Et puis, j'ai racheté du PIC. J'en avais déjà acheté pendant le lancement CoinList. Là, Hmm. il est un peu plus cher que le lancement CoinList, mais il a un super prix en ce moment. Donc, j'en ai racheté. Euh, et puis, j'ai acheté aussi du i16Z, qui est en train de se faire un rebranding vers Elisa OS, qui est leur fer de lance, hein. Parce que là, il a un prix magnifique. Et ceux qui sont sur ma liste de surveillance que j'ai pas tous les tokens que je voudrais, hein. J'en voudrais des milliers même, hein. Non, j'en voudrais, je sais pas, j'en voudrais 500, hein. Sur les 8000 cryptos, ouais, non, peut-être 300, je dirais. 300 sur mes 8000 cryptos, qui méritent que j'en ai. On va dire ceux que je voudrais. Attends, j'arrête le partage. Il y a Render, j'en ai pas, je voudrais en avoir. Tao, j'avais mis des ordres irréalistes, j'étais trop greedy. Et je crois que j'en ai un peu sur un wallet de test, mais j'en ai pas grand-chose, j'en ai pas assez.
Euh, il y a Wormhole que je surveille. Très intéressant celui-là. Il a un très bon prix en ce moment. Euh, il y a quoi encore que j'hésite à acheter? Hum, hum, hum. Il y a Hyperliquid que j'hésite à... Hmm. Mais le pays, j'attendais que le prix retombe un peu, mais il veut pas tomber. Et du coup, il veut pas tomber. Il y a Morpho. Morpho, j'en ai Oui. pas et j'en voudrais. Voilà. Et lui aussi, hein, son prix n'a pas beaucoup baissé. Ah oui, quand même, hein, 47%. Ouais, Morpho, il a quand même baissé. Voilà, c'est surtout ça en ce moment que j'ai sur ma liste de surveillance. J'ai beaucoup d'estime pour Fala et son prix est retombé. Tiens, je vais montrer Fala, partager. Par contre, tout le monde est super bullish sur Rondo, moi pas. Le narratif est génial, c'est juste que euh, le token, il sert à rien, c'est juste un token de gouvernance. Fala, c'est un tout petit 134 millions de market cap comparé aux autres dont on vient de parler. Euh, mais il m'intéresse beaucoup. Il, il est vraiment bien. Attends, je vais juste agrandir, comme ça tu verras mieux. Hmm. Voilà. Voilà, donc il est dans la catégorie d'épines et intelligence artificielle. Je suis vraiment très bullish sur la catégorie d'épines, hein. C'est un narratif qui est déjà en cours, mais qui est encore sous-évalué, vraiment sous-évalué. Tandis que l'intelligence artificielle a déjà eu son heure de gloire, ça va remonter, mais maintenant, c'est les combinaisons de plusieurs narratifs qui vont le mieux performer. Donc, j'en ai acheté en 2024 à deux reprises. Pour chacune des deux reprises, j'ai déjà récupéré la mise de départ et maintenant le prix a rechuté. Donc, j'en ai encore, hein, parce que j'ai vendu que la moitié. Mais pour mes nouveaux apprenants qui n'en ont pas, je crois qu'il a vraiment un prix intéressant en ce moment. Regarde, il est à 17 centimes. Je trouve que c'est un prix très intéressant, surtout qu'entre-temps, tu vois, il a distribué plein de tokens. Il est déjà à 78% distribué. Ça va, ça va. Il a un bon score investisseur chez Token Metrics. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Tandis que ça, c'est les analyses qu'ils font manuellement. Donc, ouais, Fala, c'est une équipe de développeurs de Polkadot dont Nathan parlait tout à l'heure. Ils sont vraiment doués, les gens de Polkadot, et il y a des génies dedans, hein, mais ils ont un QI de malade, ces mecs, et ils sont là pour la tech, hein. Je peux te dire, s'il y en a dès qu'ils sont là pour la tech, c'est bien eux, hein. On dirait des maximalistes Bitcoin, tellement ils sont là pour la tech. Non, les maximalistes Bitcoin, ils sont là pour la philosophie, hein. C'est une religion. Et je sais, j'ai passé 5 semaines au Salvador. Je peux dire, je les ai côtoyés de près, c'est pas évident, hein. Euh, ah ouais, non, mais je te jure, mais si tu as le malheur de faire quoi que ce soit de commercial au niveau crypto, déjà rien que le mot crypto, pour eux, c'est evil. C'est Ah ouais? diabolique. Mais ouais, mais ils utilisent le mot evil en plus. Des Oh gens qui se connaissent punaise. pas entre eux. Mais ouais, mais on se dit, mais c'est dingue. Alors, ils font beaucoup de bien dans le pays, hein, et j'admire ce qu'ils font et je les ai aidés. C'est juste que je suis partie en me disant, je suis pas comme eux, quoi. Tu t'achètes du Ethereum, tu es evil. En fait, ils disent toutes les cryptos, sauf Bitcoin, bien sûr, toutes les cryptos n'ont pour but que de faire du fric. Et donc, tu achètes quelque chose à bas prix parce que tu estimes que son prix est trop bas, donc tu as l'intention de truander quelqu'un. Tu le revends quand tu estimes que son prix est trop haut, donc tu as le but de truander quelqu'un. Et ce quelqu'un, tu vas lui voler les économies de sa vie et donc tu as un comportement évil. Voilà, en fait, ils n'ont pas compris la loi du commerce. Non, c'est dingue. Et même Bitcoin, il ne faut pas faire du trading sur Bitcoin. Bitcoin, on l'achète et on ne le vend jamais. Éventuellement, on l'utilise pour vivre, mais on ne le vend jamais. Et eux, ils vivent en Bitcoin. C'est assez dingue. Après, là, je décris les plus spectaculairement excentriques, Oui. mais ils sont très nombreux au Salvador, en fait. Les maximalistes, autrement, il y en a qui sont beaucoup plus modérés. Quelque part, j'ai un côté maximaliste. Je sais que Bitcoin, c'est la plus inarrêtable de toutes les cryptos. C'est la fondatrice. Avant Bitcoin, si tu créais de la monnaie, tu allais en prison, comme faux Mhm. monnayeur.
Bitcoin, il a changé la donne. Bitcoin, j'ai un immense respect pour Bitcoin et pour ceux qui ont créé Bitcoin. Donc, ça, là n'est pas la question. C'est juste que ben, Bitcoin ne sait pas faire des smart contracts. Il y a un moment, il faut aller de l'avant, quoi. C'est ça, Yes. exactement. Bitcoin n'est pas fait pour de la DeFi. Moi, quand je vois Bitcoin enfin, quand je vois la DeFi sur Bitcoin, ça me fait peur, hein. Ça me fait vraiment Ouais. peur, hein. Bon, elle est minuscule. Donc, Et ah, t'as mais raison, elle est- c'est le Far elle prend de West. la C'est le place quand même, hein. Elle prend de la place quand même, hein. Elle commence à prendre Elle de la monte, place, hein. oui. Oui, mais en fait, dans mon PDF, elle s'affiche en pourcentage du market cap. Alors évidemment, les Ah pourcentages oui, vont elle monter. est ridicule, hein, c'est clair. Ah putain. Mais tu as raison quand tu dis ça fait peur parce que c'est le Far West. C'est un peu Ah comme ouais. la finance décentralisée sur Ethereum en En 2020. 2019. 2019, Ouais, 2020, ouais. 2019-2020, ouais. Tu te souviens quand il y a eu le DeFi Summer là, en 2020, hein, avec tous ces trucs qui explosaient, qui se faisaient hacker, c'était le Far West. Ah ouais, Eh c'était ben, le Far West. on va vivre ça dans Bitcoin, sauf que les gens ils vont tomber de haut parce qu'ils croient que Bitcoin c'est très sûr. Hmm. Alors Donc, alors qu'il y a certains trucs, ouais, ça me donne vraiment pas envie, hein. ouais. Mais donc, Fala, il est sur Ethereum, mais il a été construit avec Substrat, donc par des gens qui sont spécialistes Polkadot. Je veux dire, le token est sur Ethereum. Euh, hum, mais lui, je le sens bien, vraiment. Fala, j'ai bien envie d'en racheter un peu, ou en tout cas de dire à mes apprenants qu'il a un prix super en ce moment. Ouais. Tiens, je vais me noter pour pas oublier. J'ai tellement N'hésitez pas, de... hein, les amis, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit dans le chat, hein, on est là pour ça. Il nous reste 15 petites minutes. Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux aussi que j'accompagne avec la Blockchain Business School, n'hésitez pas à me poser vos questions. On est là aussi pour répondre. On fait partie de la BBS. On, on est des professeurs de la BBS, donc allez-y. Je dis ça parce que j'ai pu avoir une personne peut-être qui est encore avec nous dans ce live tout à l'heure, avant notre live que j'accompagne et il avait un tas de questions à me poser. Donc malheureusement, on a dû écourter notre appel. Mais en tout cas, si vous avez des questions, allez-y. Même si c'est pas en rapport avec la donnée on-chain, Mais allez-y. ouais. Posez-nous vos questions. On est là pour y répondre. Tant que ça tourne autour de la blockchain business school, que ça tourne autour des crypto-monnaies, franchement, ça nous va avec à ravir. Ouais. Euh, Est-ce que tu accompagnes du monde, Chantal, avec la blockchain business school? Oui, oui, mais pour le moment, il y a une seule personne qui m'a sollicité pour du coaching, pour du mentorat. Je sais plus si on appelle coaching ou mentorat dans le cadre de la BBS. Je crois que Alors, c'est pas du mentorat, c'est du c'est coaching. coaching. Ouais, ouais, ouais. Euh, yes. Et donc, c'est vrai que quand on... Attends, alors je vais ouvrir la page de la BBS, maîtriser. Voilà, je suis dessus. Euh, je vais montrer de quoi tu parles pour les gens qui seraient intéressés par la BBS. Voilà, plus masquer les commandes flottantes. Donc ça, c'est la formation aux finances décentralisées. Euh, Moi, je donne un module dedans sur le scoring dans la finance décentralisée. Et toi, Dimitri, tu parles de quoi dans cette formation? Sur les revenus passifs sur la DeFi. Ah bah oui, c'est toi la bonne personne pour parler de ça. Yes. Et, Voilà. Alors, oui. et donc, alors, ça dépend des formations, mais il y a certaines formations où ils ont des coachings inclus. Oui, c'est Euh, ça. Bénéficier de 10 rendez-vous individuels avec nos mentors. Découvrir nos voilà. mentors. OK. Voilà. Équipe mentor. Donc, là, il y en a 5. Et alors, chaque personne qui suit une formation DeFi avec la BBS peut euh, saupoudrer ces 10 réunions avec qui elle veut. Mais t'es où, toi?
Ben, je suis Attends. pas là. Non, non, je t'ai vu la dernière fois que j'ai regardé. Équipe pédagogique. Oui, ça forcément tu y es, mais bon, il y a plein de formateurs dans la formation DeFi. Mais là, la dernière fois que j'ai regardé, tu étais dans l'équipe mentor. Il faut que tu contactes Nathan qui te remette. Il a dû se Ah, planter quelque part. ouais, Euh, je vais le remettre. et moi, j'y étais aussi. Donc, il a dû se tromper. Il a dû inverser, à mon avis, avec une autre formation. Ah, mais je sais. Là, on est sur la partie DeFi. On n'est pas mentor pour la DeFi, toi et moi. On est mentor pour comprendre les cryptos. Je crois que c'est celui-là. Comprendre les cryptos. Il est le plus récent. On est mentor sur le plus récent. Tu te souviens? Ah oui, peut-être, ouais, effectivement. C'est sur celui-là. Et là, il y avait 5. Ah voilà, je me disais bien que c'était 5 rendez-vous. Ok. Et découvrir nos mentors, il y a juste toi et moi, à mon avis. Regarde. Tac. Voilà. Ah, voilà. Sur cette formation-là, on est. Donc, tu n'as pas besoin de contacter Nathan, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une autre formation de la De la BBS. BBS. 6 semaines pour comprendre les fondamentaux des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Ok. Ça dure 1 mois et demi, 55 heures. Démarrage immédiat, puis rendez-vous avec votre conseiller. Ouais. Donc, il y a moi, j'ai eu un seul rendez-vous avec un apprenant pour le moment parce que ça vient de débuter, hein, c'est une toute nouvelle formation. Et il m'a dit que c'était bien conçu et bien structuré, cette formation. Il avait l'air de vraiment l'apprécier. Hum, public concerné, investisseurs désireux de comprendre les cryptos, novices en crypto-monnaie, curieux et ayant entendu parler du sujet dans les médias. Bien. Et il faut savoir que ces rendez-vous-là, donc il y en a 5 et c'est 20 minutes par rendez-vous. Ouais, mais en fait, Euh, moi, j'ai fait plus, hein. ah Je oui, veux dire, bah, nous, on a je prends été pas à des beaucoup rendez-vous plus que toutes les ça. 20 minutes. Non, 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 c'est ce que j'ai parlé à Nathan. Je lui dis, mais Nathan, 20 minutes, tu peux pas dire grand-chose, quoi. Mais ouais. C'est rien que de comprendre les objectifs de la personne, ça peut durer déjà 20 minutes. Donc, t'as même pas le temps de lui répondre et de lui dire quoi que ce soit. Donc, moi, je vais beaucoup plus loin et je dis à Nathan que je reste 20 minutes, quoi, parce que le but étant de donner un maximum d'informations et je trouve que c'est ça le plus important en fait. C'est pas, on n'est pas à la minute près, moi je trouve. Enfin, personnellement, moi c'est ce que je Mais ouais, pense. t'as raison. Alors là, on est quand même là pour parler de la formation en finance décentralisée. Voilà. C'est ça que Nathan avait mis comme titre. Donc, c'est finançable par le CPF pour ceux que ça intéresse. C'est sur 12 semaines. Et alors, ouais, il y a des démarrages chaque mois. Et attends, il y a la table des matières ici. Voilà. Tac. Je les ouvre tous. Ok. Peut-être ça peut nous inspirer pour transmettre encore quelques infos utiles. Alors, les ICO, les Initial Coin Offering, je ne participe plus parce qu'on est trop proche de la bulle. Mm. Euh, Par exemple, j'ai participé à Peak sur CoinList l'année dernière, mais maintenant, le problème, c'est que ceux qui se lancent en ICO maintenant, comme ils répartissent la distribution des tokens, eh bien, la plupart des tokens, on les recevra probablement après la bulle, en plein bear market, et ça ne vaudra plus grand-chose. Donc, moi, je Mm. préfère attendre qu'ils fassent leur lancement. Quelques semaines après, le prix redescend, sauf pour hyper liquide. Mais autrement, en général, le prix redescend et ça permet d'acheter ensuite à un prix raisonnable et en étant libre de revendre quand on veut. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, les ICO, je ne suis pas une très bonne cliente. Et puis d'une manière générale, dans les ICO, j'ai tellement l'habitude d'avoir des tonnes d'infos pour juger les cryptos. Dans une ICO, ben, il manque plein d'infos. Tu dépends du white paper et de dire ce qu'ils ont l'intention de faire, mais tu peux que les croire. Tu n'as pas encore les données on-chain. Mm.
Puisqu'aujourd'hui, on parle des données on-chain, ben, l'ICO, on est vraiment pauvre en données on-chain. Il n'y a pas, il y a juste pas, ils n'ont pas encore lancé la blockchain. Ou alors, ouais, des fois, elle existe déjà en TVL, mais c'est rare. Ok. Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'inspire ici. Réglementaire et juridique. Euh, En ce moment, on est dans une situation à deux vitesses. Attends, je vais arrêter le partage. On a ceux qui sont dans l'Europe et les exchanges qui sont actifs dans l'Europe doivent accepter certaines contraintes administratives et réglementaires suite à MiCA. Vous en avez sûrement entendu rabâcher des tonnes par rapport à MiCA. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, le problème, c'est que là, maintenant, les gens subissent les conséquences. On leur Mm. demande la preuve de l'origine des fonds, des KYC beaucoup plus poussés, prouver l'identité. Et ce que je dis à mes apprenants, je les encourage, faites-le dans les exchanges dans lesquels vous êtes, parce qu'une fois que vous avez montré patte blanche, vous pourrez librement faire toutes vos transactions à l'intérieur de l'Europe. Ok, c'est déjà ça de prix. Un peu parce que en fait, les gens ils parlent de MiCA, mais ils se rendent pas compte qu'il y a un autre point, c'est la travel rule. Hein, qu'on vit déjà dans le monde bancaire et on trouve ça tout à fait normal que quand une transaction est envoyée d'un endroit à un autre, d'un compte à un autre, que ce soit dans la même banque ou dans une autre banque, il y a tout plein d'informations au sujet de l'expéditeur et du destinataire qui voyagent en même temps que cette transaction. Et ils ont obligé de pouvoir faire ça dans les cryptos, ce qui est complètement contraire au concept d'origine des cryptos. Mais dès qu'on est sur des exchanges centralisés, ben, c'est des entreprises qui ont peur. Elles ont vu Mm. que dans le passé, il y a eu des très grosses amendes. On a eu le big boss de Binance, Sisi, qui s'est retrouvé 4 mois en prison. Donc, elles ont peur, elles obéissent au doigt et à l'œil. Et elles massacrent leur, euh, euh, leurs clients de demandes excessives. Vraiment, il y en a des, c'est de l'acharnement. Il y a des gens on leur demande, ils fournissent les documents, il faut en fournir encore d'autres, toutes les fiches de salaire sur une année, il y a plein de trucs. Euh, et malgré ça, le compte est bloqué depuis un mois parce que les services clients sont submergés. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Mais ça va se calmer. Et la plupart des gens, bah, ils auront fait leur KYC un peu plus poussé, ils auront montré patte blanche et ils pourront faire plein de transactions à l'intérieur de la zone. OK. Et puis, il y a tout le reste de la planète, que j'appelle le monde libre, et qui peut faire des transactions sans avoir toutes ces contraintes. Donc, il y a tout ce qui est on-chain, hein, les DEX, quand tu as ton propre wallet, tu as ta propre clé privée, tu es sur ta Ledger, sur ton MetaMask, ton Rabi Wallet, etc. Et il y a aussi énormément d'exchanges à travers le monde qui s'en foutent de l'Europe. Ils n'ont pas besoin de l'Europe. En pourcentage des investisseurs de la planète, l'Europe, c'est petit. Donc, Mm. tu prends un KuCoin, HTX, BitGet. Il y en a des gros qui résistent. Gate a laissé tomber la France. Gate n'accepte plus de nouveaux clients français parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un procès aux fesses et puis ça représente une minuscule petite partie de leur chiffre d'affaires. Donc, le monde entier peut profiter de Gate qui a quand même 2800 cryptos. C'est génial pour acheter des petites pépites en toute sécurité. Hein. Le monde entier peut en profiter, sauf la France qui fait beaucoup trop de tracas administratifs, qui se tire une balle dans le pied, je m'excuse. Les Français sont géniaux, hein, c'est juste le gouvernement qui merde. Hein. Les Français, je les adore. Mais le gouvernement, franchement, vous avez du courage de vivre en France. Bon, alors, Mm. je reprends. Euh, on a Gate. Malheureusement, ça ne joue plus. Donc, j'ai énormément de nouveaux apprenants qui ne peuvent pas aller sur Gate. Et quand ils veulent acheter des pépites, ils vont sur MEX, MEXC, qui est aussi un très bon trust score. Il est à 9 sur 10, c'est très bien. Et qui a dans les, je sais plus, 2500 cryptos, quelque chose comme ça. Donc ça va très bien aussi pour acheter les petites pépites. Et ces deux-là, Gate et Mex, sont dans le monde libre. Donc, le problème quand on est coincé en Europe, c'est qu'on a cette frontière.
Et si on veut sortir des fonds en dehors de cette frontière, donc vers un exchange du monde libre ou vers un wallet qui nous appartient, on va devoir apporter la preuve que ça nous appartient réellement, ce compte ou ce wallet. OK? Euh, et à l'inverse, si on veut envoyer des fonds depuis le monde libre vers euh, un exchange qui est dans la zone euro ou qui est PSAN, hein, c'est le problème des PSAN, qui ont toutes ces contraintes, eh bien là, non seulement il faut prouver que le compte d'origine nous appartient, mais en plus, il faut prouver l'origine des fonds, que ce ne sont pas des fonds illicites. Donc, c'est vraiment beaucoup de contraintes pour passer la frontière. Une fois qu'on a validé un compte, par exemple, on prend sur HTX, OK? On a un compte qui est validé, qui peut faire des transactions avec Binance. Eh ben après, c'est bon, c'est comme si on avait un visa pour passer la frontière. Et après, une fois qu'on a tout mis sur HTX ou sur KuCoin, eh bien, on peut envoyer ça partout dans le monde libre et il n'y aura plus de problème. Alors, Donc, je viens de voir qu'il y a des questions. ouais, Euh, super. Tac, tac, tac. IoTech, Bonjour, qu'est-ce que IoTech. c'est IoTech? Euh, IoTech. Attends, on a parlé de IoTech, ça me dit quelque chose, IoTech. C'est juste que c'est pas la bonne. Non, mais si, sauf que c'est pas marqué de la bonne manière. IoTex, le token que je viens d'acheter. Ah, IoTex, oui, oui, oui. Alors, ok, pas de souci. Je vais passer en partage d'écran. Alors, Partager. le temps que tu partages ton écran, Guillaume, est-ce qu'il est possible d'acheter des crypto-monnaies fiduciaires en DeFi via un DEX et donc sans sexe? Alors, non, pas vraiment. En fait, lorsqu'on va venir passer sur des plateformes décentralisées, en fait, on va venir se connecter à ce qu'on appelle des plugs, des plugins, ce qu'on appelle MoonPay, etc. Qui, eux, en fait, on va devoir passer notre vérification d'identité sur ces types de plateformes. Et ensuite, si on achète par carte bancaire, Apple Pay, etc., ils vont nous transférer les fonds sur notre propre portefeuille. Donc, du coup, si vous utilisez ces types de plateformes, que moi, personnellement, je n'utilise pas, vous allez relier votre identité à votre portefeuille. Donc, utilisez bien un portefeuille spécialement réservé pour ce type de cas d'application si vous souhaitez utiliser ce type de plateforme. Voilà, Guillaume. Ok, J'espère que j'ai été super. concis Merci et d'avoir clair. répondu. Merci d'avoir répondu à ça. Donc, là, IoTech, c'est IOTEX. C'est une crypto, la crypto dont on parlait tout à l'heure, en fait. Voilà, elle est là. Tu la trouveras facilement sur CoinGecko, CoinMarketCap. Et c'est la crypto que Dimitri et moi, on disait qu'on avait acheté récemment. En fait, j'en ai acheté en janvier et je viens d'en racheter en février. Voilà. Alors, j'arrête le partage. Nous avions encore une troisième question. Non, non, la troisième question, c'était bon. C'était sur la formation. Effectivement, on ne la trouvait pas forcément la bonne formation tout à l'heure. Et du coup, Ah Guillaume oui, il a nous l'a raison. rappelé. Et il nous a aidé à trouver la bonne. Ouais, merci. Ok, super. Bah écoute, il est 19h01 en Europe. Il est 2 heures du matin ici. Et je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir clôturer. Yes. Yes. Donc, on peut dire un petit mot de la fin. T'as envie de dire un petit mot de la fin? Écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous contacter. On fera un grand plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à nous solliciter aussi pour du mentorat, que ce soit avec Chantal ou avec moi sur la DeFi et sur comment investir en toute sécurité. Euh, on est disponible, moi personnellement, je suis disponible sur Instagram, sur LinkedIn. Vous me retrouverez aussi sur YouTube et à travers la BBS aussi avec les différentes vidéos. Et, euh, et Chantal aussi, je te laisse du coup terminer, ma chère Chantal. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, oui, si vous voulez me contacter, je crois que le plus simple, c'est sur LinkedIn, la messagerie LinkedIn. Et
Et comme mot de la fin, je dirais vraiment vérifier les données on-chain euh, avant de faire des transactions dans la finance décentralisée ou avant de faire des transactions tout court. Et si vous ne savez pas faire, ben, suivez la formation de la Blockchain Business School. Don't Voilà, trust, verify. voilà, exact. Magnifique. Je crois que c'est moi qui... Oui, j'ai le bouton pour fermer. Alors, merci à tous et au revoir.